D'abord, merci beaucoup Avec plaisir. de me recevoir. Franchement, c'est trop chouette. Tu clôt tous les partis francophones. Le meilleur pour la fin. Mais on va commencer doucement. Et je vais te demander de te présenter un peu, d'expliquer un peu ton parcours, comment t'en es arrivé là. Mais du coup, moi, j'étais très curieux quand j'avais genre 15-16 ans, donc j'ai beaucoup lu sur internet, j'ai beaucoup euh, regardé d'émissions, etc., qui parlaient de politique. Parce qu'en plus, c'était la campagne française, donc je m'étais un peu intéressé vite fait. Mais bon, voilà. Et puis j'avais une fois, en sortant de cours, vu une manif dans la rue ici à Namur, donc j'avais rejoint et un peu écouté, mais voilà, c'était jamais très très politique. Et puis, en rentrant à l'UNIF, il y a très rapidement eu les manifs climat, les grosses manifs climat avec les organisations qui essayaient d'organiser les jeunes pour les mettre en mouvement, pour les former, pour voilà, discuter, dire que le climat c'était pas juste quelque chose auquel on savait rien changer, mais quelque chose qui était provoqué par l'être humain et pas au profit de tous. C'était juste pour le profit de quelques-uns qu'on faisait des sacrifices monstres sur le futur des autres. Et ça, en fait, tu le comprends très vite, en fait, dès que tu cherches un petit peu, que tu lis les rapports du GIEC, etc. Voilà, ça transparaît assez clairement que c'est à cause du système, et le système, tu sais pas le détacher de à qui il profite. Et voilà, en Belgique, même si on est dans un des pays où on est le plus confortable dans le monde, de manière générale, on n'a pas vraiment une forme. Le système belge n'est pas équitable. Et on le voit très vite quand on voit la différence, déjà même entre les écoles en secondaire. Tu sors du collège d'Erpan et tu sors de l'IATA. Quand tu arrives à l'UNIF, t'es pas la même personne, dans ta tête, mais aussi dans la facilité que tu vas avoir à faire face au système. Peu importe les conditions, peu importe qui tu es, tu as eu une meilleure éducation. Une éducation en tout cas qui te prépare plus à l'université quand tu viens des grandes écoles que des petites. Bref, mais du coup, par le climat, moi je me suis beaucoup intéressé au système. Je me suis intéressé à le changer pour qu'il soit plus juste, plus équitable, enfin vraiment méritocrate en fait, que ce soit une question de celui qui a le plus envie, celui qui a le plus les capacités, qui puisse vraiment obtenir les fruits de son travail et que tout le monde d'ailleurs puisse obtenir les fruits de son travail et pas quelques-uns parce que le système est taillé pour ces quelques-uns. Ouais, et puis c'est apparu assez clairement aussi dans les discussions qu'on avait à l'époque, c'était tu changes pas le système à 5, tu as besoin de tout le monde, et pour que tout le monde ait envie de changer le système, il faut que ce changement profite à tout le monde. Donc très rapidement, tu arrives sur des mesures collectives de services publics, d'investissement de l'État dans la rénovation des bâtiments, enfin tout ce que tu veux changer en fait, tu peux pas le changer juste par ta consommation individuelle, il faut des transformations collectives de la société. Et du coup, ça m'a beaucoup intéressé. Moi, j'ai été dans beaucoup de manifs. J'ai rencontré Comac. Au début, j'étais vraiment pas intéressé parce que j'étais dans mon organisation et c'était tout chill. Et puis mon organisation a commencé à mourir parce que voilà, les manifs climat s'essoufflaient, etc. Et Comac est parti à Glasgow pour la COP26. Et moi, j'étais là, j'ai trop envie d'y participer. Donc je suis arrivé à Comac, j'avais genre été à 2 réunions, je crois. J'ai fait ok, je veux trop m'investir, dites-moi ce qu'il faut faire et tout. Et donc ici à Namur, on m'a dit que je pouvais être responsable de contacter les gens qui s'étaient inscrits au voyage. Et donc c'est comme ça que voilà, très vite tu passes tes premiers coups de fil, t'es là en mode ok, j'ai besoin de tes infos pour pouvoir faire les réservations, machin. Et en fait, t'es tout de suite dans le bain, t'es tout de suite en confiance parce que les gens te font confiance tant que tu fais pas de la merde. Même quand tu fais de la merde, ils essayent de t'aider pour que tu fasses mieux. Donc voilà, au final, j'ai rejoint Comac, puis en revenant, j'ai donné une formation où je disais ouais, il faut qu'on change collectivement les choses. Et j'étais là, mais pourquoi je ne rejoins pas l'organisation en Belgique, qui n'est pas un syndicat parce que je n'avais pas encore l'âge d'être syndicat, en tout cas je ne connaissais pas à l'époque les jeunesses syndicats. Et je me suis dit, let's go, un grand parti qui essaye vraiment de se battre. J'ai le choix entre écolo ou le PTB, mais je suis organisé au PTB, donc allons au PTB. Puis voilà, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, je me suis investi dans la politique communale, nationale et tout court. Trop chouette.
Ça répond un peu à ta deuxième question. Évidemment, les deux questions, tu as fait une pierre deux coups. Mais selon toi, c'est quoi les préoccupations des jeunes en Belgique aujourd'hui? C'est quoi les sujets qui les touchent le plus? C'est une très bonne question. Euh, Après, à nouveau, il y a jeunes et jeunes. Tous les jeunes ne sont pas pareils, ils ne viennent pas du même milieu, n'ont pas les mêmes préoccupations, mais je crois que globalement, il y a des sujets qui touchent quand même fort les jeunes, peu importe d'où ils viennent. On peut parler de la crainte de la guerre et de la violence de manière générale. Donc quand on voit la crainte par exemple des meufs sur les violences sexuelles, sur les violences sexistes et sexuelles, sur les violences en soirée, mais aussi la violence en rue, c'est tous des sujets qui touchent beaucoup les jeunes, l'insécurité, parce que voilà, la menace de guerre, l'inquiétude qu'on voit partout dans les médias, etc., c'est quelque chose qui touche les jeunes. Le changement climatique, ça continue à toucher beaucoup la jeunesse. Ceux qui se bougent principalement sur le sujet, c'est des jeunes. Enfin, moi, c'est encore des jeunes que je vois dans la rue. Beaucoup moins qu'à l'époque. Mais dès que tu discutes un petit peu en soirée avec des jeunes de politique, il y a un moment où ça va revenir. Et ouais, le changement climatique, ça reste un sujet important pour la jeunesse. Et le prix de la vie. Parce qu'on a beau être jeune, dès qu'on veut s'émanciper un tout petit peu de ses parents, t'as besoin d'argent. Et tout coûte très cher. Genre, le moindre loyer ici en ville, pour un cote, t'es à 400-500 balles. Il faut déjà aller les chercher, 500 balles, quand ton salaire étudiant te paye 7,50, 8, 9 euros de l'heure. Donc ouais, les questions de salaire, les questions de coût de la vie, ça touche les jeunes. Et puis, si ça ne te touche pas directement, ça touche tes parents. Sauf si tu as de la chance et que tes parents sont vraiment fortunés. Mais à nouveau, ça touche vraiment peu de jeunes, ça, cette question-là. Ouais, et puis les questions d'éducation, parce qu'on voit maintenant qu'il y a beaucoup de jeunes qui se mobilisent pour le qualifiant, qui se mobilisent contre le décret paysage parce qu'ils ont peur de s'en faire têche. Beaucoup de jeunes aussi qui ont voté sur certaines promesses électorales, notamment d'aider la jeunesse à pouvoir s'acheter sa première maison, à pouvoir avoir un travail qui paye bien, à pouvoir avoir des études de celui qui méritait le plus, alors qu'on voit que l'enseignement supérieur ne vise pas à chercher les meilleurs éléments, à les pousser vers le haut, mais cherche plutôt à fermer l'enseignement supérieur à ceux qui travaillent déjà pour payer leurs études. Donc c'est chaud. Donc les questions d'études, les questions de prix de la vie, les questions d'insécurité et de violence et les questions de climat. C'est ce que je dirais. Comme tu le sais sans doute, le gouvernement Arizona et le gouvernement Azure ont pris leurs fonctions très récemment. Qu'en penses-tu? Est-ce que tu penses qu'ils vont vraiment répondre aux besoins des jeunes? Que ce soit le gouvernement, Arizona ou que ce soit le gouvernement Azure, je pense que les réponses qu'ils apportent, malgré tous les discours, sont des réponses idéologiques, purement idéologiques, donc elles ne sont pas factuelles. On voit par exemple que l'augmentation des heures étudiantes à 650 heures de travail permises, qui était défendue comme oui, mais ceux qui veulent trimer l'été ne seront pas limités ainsi à 450 heures. Déjà, faire 450 heures sur ton été, c'est impossible. C'est juste illégal. Il faudrait faire plus de 40 heures semaine. C'est pas possible. C'est pas permis par la loi. Et puis, ce qu'on voit surtout, c'est que toutes les études montrent que les étudiants qui doivent payer leurs études, donc travailler pour payer leurs études, que ce soit en été ou que ce soit pendant l'année, ratent plus. Ils étudient moins, parce qu'ils ont moins de temps pour étudier, ils ont moins d'énergie pour étudier. Enfin, moi je travaille 8 heures semaine, j'ai travaillé chez Bench Garden, je travaillais des journées de 4 ou de 8 heures, je rentrais chez moi. Ouais, il y a des jours où je savais travailler, mais sinon il me fallait du café, et il me fallait beaucoup de café, et je travaillais tard le soir pour récupérer ce que j'avais fait, et mon cerveau, j'étais en miettes en fin de mes sessions, j'étais cassé en deux. Et c'est pas que je suis particulièrement faible, ni particulièrement fort, donc il y en a sûrement qui tiennent mieux le coup que moi, mais je pense aussi qu'il y en a beaucoup qui le tiennent pas, et c'est aussi pour ça qu'ils ratent. Enfin, moi j'ai fait aussi mes études en 4 ans, ça m'a, mon bachelier en tout cas, j'ai mis 4 ans. Cette réponse-là n'est pas une réponse structurelle. On voit aussi que ça a voulu couper donc tous les moyens de déplacement de la jeunesse, couper l'abonnement étudiant à 12 € par an. En quoi ça rend service aux jeunes? Genre, ils n'ont pas augmenté phénoménalement les salaires pour les jeunes qui rentrent sur le marché du travail. Un jeune qui rentre sur le marché du travail, surtout quand il n'a pas fait d'études supérieures, il va commencer à quoi? 1006, 1007, 1008 de nos jours pour le
seuil de pauvreté il est à 1003. T'es pas loin du seuil de pauvreté, enfin je veux dire, c'est tendu quoi. Et puis il y a beaucoup d'étudiants aussi que moi j'ai connus qui étaient boursiers et au CPS, et on coupe dans les bourses et on coupe dans le CPS. Moi c'est déjà des mesures de survie pour certains, pour plein d'étudiants, et on coupe encore dedans. Enfin, moi je ne pense pas que ce gouvernement répond aux besoins de la jeunesse. Mais on pourra en parler plus tard aussi sur à qui il répond et pourquoi il répond comme ça. T'en parlais tout à l'heure, il y a beaucoup de jeunes qui ont manifesté dernièrement, notamment par rapport aux questions d'enseignement. On va commencer par le décret paysage qui a fait beaucoup parler. Beaucoup d'étudiants sont inquiets. Qu'est-ce que tu penses de ce décret ? Moi j'ai manifesté contre ce décret en 2021, en 2022, en 2023, en 2024, et j'ai recommencé à manifester contre en 2025. Donc j'étais même pas encore à Comac que je manifestais déjà contre ce décret. À nouveau, parce que ce décret, en fait, ferme la porte aux étudiants qui ont plus de mal. C'est pas pour autant qu'ils sont mauvais dans leur domaine, c'est qu'ils sont peut-être pas forcément taillés pour les études. Et puis on voit qu'on a un enseignement supérieur en Belgique qui est extrêmement élitiste. Je vais donner des exemples un peu marrants, mais je connais beaucoup de gens qui, en sortant de leurs études secondaires, arrivent ici en Belgique, viennent d'Asie, pour ceux qui en ont parlé à plusieurs, viennent d'Afrique, etc. Ils avaient des excellentes notes chez eux, ils arrivent ici, ils se font casser en deux. Moi je connais des étudiants qui vont sortir des 16 et 17, qui sont sortis d'examens avec des 8, des 9, simplement parce que les examens sont tellement hors sol, tellement difficiles, tellement pas liés au cours qui est donné, tellement précis sur des questions qui valent 10 points, et t'as genre 8 points sur la question, c'est à quel point tu as lu les notes de bas de marge. On n'a pas changé ça. On n'a pas regardé à quel point les profs qui font des taux de réussite à 20%, pourquoi leurs taux de réussite sont à 20%. On n'a rien changé à ça. Des profs, on pourrait encore parler des profs qui font de la merde, qui sont absents 6 mois et puis qui te donnent un examen de fou malade, qui te donnent des syllabus de 900 pages et puis bonne chance pour t'y retrouver. Ça, on n'a pas regardé à ça. Par contre, on dit maintenant tu dois réussir tes 60 premiers crédits en 2 ans. Tu vas en cours là maintenant, tu vas en fac de philo là maintenant, il y a des cours, il y a des gens qui sont encore en Master 2 qui les repassent. Moi j'avais des cours de néerlandais, j'avais des potes de Master 2 qui étaient là et qui avaient encore leur cours de néerlandais 2 quoi. Tellement le niveau était élevé. Et c'est pas un problème en soi que le niveau soit élevé. Par contre, si tu coupes l'accès aux études sans regarder s'il y a des problèmes dans ton enseignement, résultat, tu vas sortir juste tous les gens qui ne savent pas se mettre 100% la tête dans les études, donc tous les étudiants jobistes, et ceux qui n'ont pas le background. Donc maintenant que tu viens de l'IATA, que tu as besoin de jobber, et que tu arrives dans l'étude supérieure, bah juste bonne chance gros. Si tu as eu le malheur de choisir le mauvais domaine, tu vas te faire latter, et ouais, c'est prévu pour que les gens qui ont le plus de chance quand ils naissent sortent de cet enseignement supérieur. Il y en a qui rateront. Mais je crois que les stats ne mentiront pas sur quand on regarde qui vient d'où et qui réussit à la fin. Malheureusement. Donc le décret paysage, pas ouf. Et qu'est-ce que vous proposez pour que les étudiants, peu importe quel soit leur milieu, peu importe quel que soit leur background, comme tu disais, comment faire pour que ces jeunes puissent réussir ? Déjà, il faut un saut qualitatif dans l'enseignement dès le plus jeune âge, pour que tout le monde ait les mêmes chances, en fait, que ça devienne vraiment une question de mérite. Il faut que tout le monde ait les mêmes chances. Et pour que tout le monde ait les mêmes chances, il faut des moyens. On voit là par exemple des écoles qui, avec la crise de l'énergie, devaient juste fermer des classes ou faire classe dans des écoles où il faisait froid, suivre des cours quand il fait 12 degrés dans ta classe. Pas ouf. Il y a des enfants en Belgique qui ont faim ou dont les parents ont faim. Réussir dès la primaire à suivre un cours quand t'as la dalle, c'est pas possible. Je connais des gens qui sont profs qui me disent il y a des gosses dans ma classe, je sais qu'ils ne mangent pas, du coup on fait attention, on leur apporte les repas, etc. Mais à nouveau, ça doit pas être à l'instit de se débrouiller. Enfin, l'instit, elle devrait avoir juste à se préoccuper de sa classe. Déjà, c'est pas le cas parce que l'école c'est un milieu extrêmement social, donc l'instit va aussi avoir un rôle d'éducation, plus personnel, complémentaire à la famille que juste d'éducation pure et dure.
en éducation scolaire. Donc investir lourdement dans l'enseignement pour que les enfants n'aient pas faim, pour que les enfants n'aient pas froid, pour que les profs puissent s'intéresser à chaque cas particulièrement, parce que quand tu as 25, 27, 28 élèves par classe, et ça on voit surtout ça dans les écoles précarisées, ben voilà, tu peux pas faire. L'enfant qui a du mal à lire et qui peut pas être aidé par les parents, ben tu sais pas le suivre, ou alors tu abandonnes le reste de la classe. Il y a des centaines de manières de faire qui pourraient permettre de mieux faire l'enseignement dès le départ, et à nouveau, je ne veux pas mettre la faute sur les profs, je veux mettre la faute sur le système. Le système n'est pas fait pour que tout le monde ait les mêmes chances au sortir de l'école primaire, secondaire et supérieure. Donc il faut réinvestir lourdement dans l'enseignement pour réduire le nombre d'élèves par classe, faciliter la formation des professeurs, faciliter le travail des professeurs, que ces enfants ne soient pas dans des conditions misérables quand ils arrivent à l'école. Et donc voilà, investir dès l'école maternelle pour que les enfants aient des repas gratuits, comme il y a plusieurs écoles à Bruxelles qui le font, comme il y a plusieurs pays en Europe qui l'ont fait aussi pendant une époque. Ça marchait très bien, mais ça coûte des sous, donc c'est un choix de où est-ce qu'on met l'argent. Puis réduire le nombre d'élèves par classe je crois que dans notre programme c'est jusqu'en deuxième secondaire, avoir maximum 18 élèves par classe, ou 16, je ne sais plus exactement, il faudrait que j'aille relire. Mais voilà, réduire le nombre d'élèves par classe pour que les profs puissent se préoccuper de chaque élève. Faciliter la sortie de carrière des enseignants, parce que quand tu as 55 ans, tu ne sais plus gérer une classe comme quand on a 20. Mais quand on a 20, tu n'as pas l'expérience d'un prof de 55 ans. Un système qui marchait très bien et qu'on a proposé aussi, c'est les fins de carrière d'enseignants qui viendraient seconder des nouveaux profs. Et là, tu as une classe qui est tenue par 2 adultes, avec l'expérience d'un, la jeunesse et l'énergie de l'autre. C'est fantastique, ça marche, mais ça demande des sous, parce que ça veut dire que tu dois engager plus de profs. À nouveau, c'est une question d'argent. Et ça, tout au cours des études. Il y a encore d'autres mesures que je pourrais aller regarder, parce qu'on a vraiment 8 grands axes pour améliorer l'enseignement. Mais à nouveau, le but, c'est pas que l'interview dure 4 heures. Même si après, on fait avec plaisir. Hein. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, évidemment. On va continuer un peu sur l'enseignement, mais là on va parler de l'enseignement secondaire. Dernièrement, il y a eu une grande vague de protestation contre la réforme du qualifiant de Madame la ministre Glattini, notamment Aliata. Quelle est ta position là-dessus, sur cette réforme, et c'est quoi votre idée en fait? Quand l'ensemble d'un secteur fait grève, profs, directeurs, étudiants, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Genre, pourquoi est-ce qu'ils font grève alors qu'ils n'ont plus fait grève à ce stade en tout cas, depuis longtemps? Parce que concrètement, il va y avoir des milliers de personnes sorties de l'enseignement. Et à nouveau, quand le qualifiant, notamment le 7e TQ, etc., permettent de sortir avec un diplôme qui te permet d'exercer tout de suite, avec une véritable formation, ou en tout cas tu es beaucoup plus à l'aise face au travail quand tu y es mis, parce que tu as tout l'enseignement qui a pris le temps de t'apprendre. Et encore déjà, quand on voit le nombre d'élèves dans des classes de 5e, 6e ou 7e technique de qualification, ouais, courage aux profs. C'est juste impossible en fait. Et à nouveau, ce qu'on voit, c'est qu'on a une ministre qui a jamais étudié dans le qualifiant, qui vient donner des cours aux gens sur comment ils doivent faire. Elle n'a jamais été prof, elle n'a jamais donné cours dans le qualifiant. Elle a peut-être été prof, je ne sais rien, je ne connais pas exactement son parcours, mais elle est surtout politicienne. Et c'était déjà la même qui nous a cassé les pieds avec le décret paysage. Elle ne l'a pas pondu toute seule, ils étaient une équipe, je ne dirais jamais le contraire, c'est pas toute sa faute, mais c'est quand même elle qui a porté le projet. Et à nouveau, c'est elle qui porte le projet de 7e de qualifiant. Voilà, moi mon but c'est que, et c'est ce qu'on fait avec le parti, c'est que les jeunes puissent suivre les études de leur choix dans des bonnes conditions et avec un diplôme à la fin qui leur permet d'exercer directement, sans problème, parce qu'ils ont été formés pour le faire. C'est le but de l'enseignement en fait. Donc, même si ça coûte... et puis en plus, c'est pour des économies de bout de chandelle. On ne va pas aller chercher 30 milliards d'euros sur le dos de techniques de qualification, on ne va même pas aller chercher un demi-milliard.
crois que ce qui est économisé, c'est quelques 30-35 millions, je ne sais plus. Mais c'est une blague. Ça va exclure des gens du métier. Ah, en plus, les gens dans le qualifiant, ils sont tellement nécessaires. Enfin, c'est vraiment eux qui font d'abord tourner la société. C'est avec tout l'amour que j'ai pour les études universitaires, si une partie des métiers de l'universitaire se mettent en grève, le pays ne s'arrête pas. Si les gens qu'on a dans le 7e TQ et tous les travailleurs qui ont fait le même chemin se mettent en grève, il n'y a juste plus de magasins, plus de bijoutiers, plus de coiffeurs, plus de gardiens, plus de travailleurs. Genre, juste le monde s'arrête. Si les gens qui font du qualifiant ou qui ont des métiers liés au qualifiant s'arrêtent, le monde il s'arrête direct. Si les médecins s'arrêtent, il y a des gens qui vont mourir. Mais plus lentement, si les banquiers, si les ingénieurs s'arrêtent, ce sera le bordel, mais plus lentement. Alors que si les gens qui travaillent dans le qualifiant s'arrêtent, ça s'arrête tout de suite. À un moment, il faut savoir respecter aussi les travailleurs de première ligne qui émergent notamment du qualifiant. Et les aider à se faire former pour qu'ils soient performants dès qu'ils sortent des études. On va parler un peu d'écologie et comme tu disais tout à l'heure, beaucoup de jeunes sont impactés par ces questions. C'est une vraie préoccupation. Quel est ton avis sur le sujet et est-ce qu'il faudrait accélérer la transition climatique en Belgique? Ouais, comme je t'expliquais au début, moi j'ai commencé par ça. Est-ce qu'il faudrait... Absolument qu'il faudrait, c'est juste nécessaire de changer le système parce que à plus 4 degrés Celsius de manière générale, d'augmentation générale de la température, le bordel que ça va être, sécheresse à répétition en été, juste les animaux vont crever, on aura peu de viande, le prix va exploser, on aura plus de bière, on va avoir des gens qui vont juste mourir de déshydratation parce qu'en 2030 on a déjà eu des sécheresses massives, les vieux ont crevé, on les ramassait à la pelle et c'est horrible, 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 horrible. Même chose, s'il fait très chaud une année, l'année suivante, la probabilité qu'on se ramasse des pluies monstrueuses avec des sorties de cours d'eau comme on a eu à Verviers, où les gens perdent avec des milliards de pertes derrière. Mais ce n'est pas des pertes souvent de grandes entreprises, c'est des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de maisons qui sont juste détruites par les eaux et qui en plus ne sont pas couvertes par les assurances. Parce que c'est ça qu'on a vu aussi. La crise climatique, par qui est-ce qu'elle est payée? Parce que quand on avait un secteur de l'assurance qui fait 15 milliards de bénéfices en 5 ans, ou en 7 ans, je suis mauvais, 15 milliards de bénéfices en 7 ans, qui doit payer que 500 millions sur 1,5 milliard de coûts, et que la région Wallonne, donc moi j'ai été aidé à Verviers remplir les dossiers pour que les gens puissent se faire rembourser, et donc j'avais eu la formation, tu vois, pour que ce dossier soit bien rempli, ce ne soit pas en plus rempli n'importe comment. Bon déjà la situation dans laquelle on arrivait c'était horrible, mais sur 10 000 dossiers rentrés, il y en a 700 qui ont été validés. Il y a 700 personnes qui ont été remboursées. Ça veut dire que les gens ont dû faire face aux conséquences des inondations tout seuls. Ils ont été abandonnés par l'État et ils ont été abandonnés par le privé qui était censé les protéger. C'est juste honteux. Et à nouveau, si on a de plus en plus de crises, du style, c'est nous qui allons prendre sur la gueule et il n'y a que les gens qui... c'est que entre nous qu'on pourra céder. L'État, il ne faudra pas compter dessus, parce qu'en plus, à Verviers, on a mis 2 semaines à aller la voir. Et c'est pas le privé qui va nous sauver, c'est nous-mêmes, juste nous-mêmes, tout seuls. On l'a vu en Espagne aussi. En Espagne, l'armée, en plus, ils sont plus nombreux en Espagne que chez nous, donc ils sont plus intervenus plus vite. Ils ont mis 5, 6, 7, 10, 12 jours à arriver. C'est les gens qui ont été aidés sur le terrain. Après, est-ce que cette accélération vers la transition climatique, on l'a fait sur le dos des gens? Clairement pas. On voit que toutes nos voitures se font interdire dans Bruxelles. On voit que le train est de plus en plus cher alors qu'il n'est pas forcément à l'heure et que les cheminots sont écrasés par leurs conditions de travail. Parce qu'ils n'ont pas de vacances. Leurs vacances, quand ils les prennent et qu'ils y ont droit, elles sautent. Leurs collègues sont malades, il n'y a personne pour les remplacer. Donc ils doivent faire le boulot de 10. Ils font des journées de 4h du matin, 20h, minuit, parce qu'il faut remplacer tout le monde et qu'il n'y a juste pas les équipes. Et on décide de ne pas remplacer les cheminots qui partent à la retraite, qui quittent le travail, etc. On décide de juste pas les remplacer. Globalement,
la transition énergétique, là actuellement, elle est payée et elle est faite sur le dos des gens. Ce qu'il nous faut pour une transition écologique qui a du sens, c'est comme en Allemagne, l'État qui paye la rénovation des maisons par des emprunts à taux zéro et tu ne dois même pas rembourser l'argent. C'est les économies que tu fais sur ton électricité qui remboursent l'État. Incroyable! Et c'est pas une mesure populiste, enfin, je veux dire, l'Allemagne, c'est pas le paradis socialiste avec un parti communiste à 30%. Loin de là. Et pourtant, ça marche. Autriche, même chose. En Autriche, le parc immobilier est globalement plus propre que chez nous. Pourquoi? Parce que dans des villes comme Vienne, il est possédé à 45% par la ville. Et donc la ville rénove les bâtiments. Et si elle rénove, elle le fait bien. Incroyable, ça marche. On voit qu'en Suisse et au Luxembourg, les gens prennent beaucoup le train, prennent beaucoup le bus. Pourquoi? Parce que à l'heure, géré par l'État, et plus qu'à l'heure, c'est partiellement ou totalement gratuit. Tu vas dans des villes comme Montpellier, ça roule tout le temps, il n'y a pas de violence contre les contrôleurs parce que le transport est gratuit. Tu rentres juste dans le tram, tu t'assieds. C'est magnifique. Enfin, c'est des choses qu'on peut faire, qui peuvent enthousiasmer les gens, qui donnent du sens, qui aident économiquement, politiquement les villes, et on ne le fait pas. On ne le fait pas parce que ça voudrait dire s'attaquer à un secteur privé, et ça voudrait dire faire des dépenses qu'on a l'impression qu'on ne peut pas faire. Effectivement, il y a des dépenses qu'on ne peut pas faire en tant qu'État. Mais là, ce qu'on voit, c'est que l'argent, on n'est pas forcément dans le bon sens. On ne s'assure pas, par exemple, que les entreprises, quand elles profitent de subsides, ça part bien dans des jobs. Parce qu'on voit que, notamment pendant le Covid, il y a des entreprises qui ont touché des subsides énormes, en France aussi, mais en Belgique aussi, et elles les ont reversés en dividendes. Tu as des entreprises qui reçoivent des subsides de fous malades, et puis qui gagnent 400 employés. C'est déconné. C'est déconné. Ça, c'est de l'argent très mal dépensé, par exemple. On a beaucoup entendu parler pour le moment du réarmement de l'Europe et du fait qu'on allait augmenter notre budget pour la défense. Quel est ton avis sur le sujet? Est-ce qu'il faut il faut augmenter notre budget, pardon? Yes. Avant de commencer par répondre à cette question, je vais juste refaire le point sur pourquoi les États-Unis ont agi comme ça et qu'est-ce qui se cache derrière. Trump, contrairement aux républicains traditionnels et aux démocrates, qui chez certains Américains est décrit comme les deux faces d'une même pièce, c'est-à-dire on est plus ou moins d'accord quand il s'agit des questions centrales, lui il s'en bat la race. Comme le disait d'ailleurs le président de mon parti, qui disait qu'il y a une raison derrière cette folie, donc ça semble être chaotique, mais c'est quand même clair, il y a une vision. La vision de Trump, c'est que le reste des pays du monde sont finalement des colonies des États-Unis et donc doivent agir comme les colonies des États-Unis. C'est-à-dire, dès qu'elles reçoivent quoi que ce soit, dire merci, baiser les pieds. Et comment est-ce qu'on baise les pieds à l'Empire américain? On le paye en ressources naturelles. C'est d'ailleurs ce que Trump a fait sur la guerre en Ukraine. Il a dit 500 milliards de matières premières, sinon allez vous faire foutre. Et voilà, derrière, si l'Ukraine a envie d'un minimum de souveraineté nationale, bah, ils vont se faire voir. Est-ce qu'on a besoin de plus d'armement? Moi, la réponse que je dirais, c'est ajouter de l'huile sur le feu, mettre des armes sur des armes, ça ne conduit juste qu'à plus de violence une fois qu'on les utilise. Surtout que ce qu'on voit, c'est qu'en Belgique, et en Europe de manière générale, on a déjà beaucoup plus d'armes que la Russie. On a un plus gros budget que la Russie, un plus gros budget militaire que la Russie. Le seul truc qui manque en Europe, c'est d'unité. Parce que ce que disait la Commission, un rapport de la Commission européenne, je pense, c'est peut-être le Conseil européen, je ne sais plus quel des deux, qui faisait une enquête en 2021 qui disait que sur l'armement, si on avait de l'unité, on pourrait économiser des dizaines, voire une centaine de milliards d'euros. Parce que voilà, au lieu de produire 14 avions différents, 25 modèles de tanks différents, 30 modèles de balles différents, on en a un ou deux qui sont produits de manière européenne et non pas chacun de son côté. Ben voilà, c'est des ressources mieux économisées qui font travailler partout en Europe avec une vraie logique derrière et pas juste chacun dans son coin. Qui plus est, à nouveau, où est-ce que cet argent va partir? Est-ce qu'il va partir dans le matériel défensif ou du matériel offensif? Parce que quand on regarde où part l'argent en Belgique, l'argent de la défense,
c'est très peu dans du matériel de défense ou dans les troupes, beaucoup dans le matériel offensif, des avions de chasse, des missiles de croisière, etc., qui sont du matériel souvent offensif et pas du matériel défensif. Terminons ce point, la chose qui est en plus horripilante sur le fait que non, on n'a pas besoin de plus, c'est que, à nouveau, l'Union européenne montre bien que de l'argent magique, quand on en a envie, il y en a. Il y en a. Il n'y a pas d'argent pour le climat, il n'y a pas d'argent pour la crise sociale, il n'y a pas d'argent pour l'éducation. Par contre, pour sauver les grandes entreprises et que cet argent parte dans les dividendes ou pour se mettre dans l'armement, là tout d'un coup on peut emprunter sur les marchés, là il n'y a plus de règles sur la dette, là il n'y a plus de problème. Donc on nous promet l'austérité parce qu'il y a besoin de faire des économies, mais tout d'un coup quand il faut s'armer parce que les États-Unis n'ont plus envie de faire de place, il y a de l'argent. Et il y en a plein. Et derrière, on ne va même pas augmenter les conditions de la population en investissant dans l'armement, parce que cet argent qui va être cherché, ces 800 milliards magiques, ils vont être faits sur le dos des retraités, sur le dos des élèves, sur le dos des enseignants, sur le dos des travailleurs qui ne sauront pas négocier leur salaire, parce que quand c'est la guerre, on ne négocie pas. Quand c'est la guerre, tout le monde obéit et on avance tous ensemble. Et donc, plus de négociations sur les salaires, plus de grèves, parce que c'est une menace sur l'international. Donc, si on se tend vers la guerre, on aura la guerre. Et si on se tend vers la guerre, ce n'est pas dans l'intérêt des gens. Donc, moi je dirais, des deux manières, c'est une erreur. Et quand bien même on voudrait augmenter l'armement européen, il y a de meilleures manières de faire que ce qu'on fait là. On viendra sur les questions internationales juste après. Là, on va parler un peu des stages. Comme on le sait, pour les jeunes, c'est encore très courant de faire des stages. Et souvent des stages non rémunérés. Quel est ton avis sur cette situation et est-ce qu'il faudrait rendre les stages non rémunérés interdits? Les stages, c'est du travail. Comme un job étudiant. Un jobiste étudiant n'a pas le niveau de formation d'un travailleur. Pour autant, un jobiste étudiant est payé. Un stagiaire, pour moi, doit être payé. Ou en tout cas, doit avoir l'occasion d'être payé. Parce que, imaginons, je fais un stage dans une ASBL, j'ai pas envie de coûter à la ASBL. Surtout si j'en ai pas besoin. Tu vois, si j'ai pas besoin des sous pour les 38 heures ou les 20 heures que je fais chaque semaine. Par contre, que dans tous les stages qu'on fait, on puisse avoir la possibilité de négocier un salaire, même un salaire de jobiste, pour moi c'est juste évident. D'ailleurs, c'est la demande de toutes les associations étudiantes, toutes les associations de jeunes, que ce soit la FEF, que ce soit les jeunes FGTB, que ce soit les jeunes CC, on parle de rémunération des stages. Donc, moi je dis obligatoire, pas forcément. Obligatoirement proposé, ça oui. On va rester un petit peu, on va partir un petit peu du sujet des stages des jeunes, mais on va passer sur l'emploi des jeunes. Yes. Comme tu en parlais un petit peu plus tôt, on vient de passer à 650 heures d'heures que les étudiants peuvent prester. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est une bonne proposition ou est-ce qu'au contraire c'est problématique? Comme je disais tantôt, et on peut en parler plus en détail grâce à ta question, il y a plusieurs articles qui ont montré déjà que, avec le système des heures étudiantes qui ne sont pas taxées, il y a un problème, vu qu'il y a plein d'étudiants qui du coup ratent volontairement des cours pour avoir des toutes petites années et pouvoir jobber et faire de l'argent parce qu'ils doivent rembourser la dette qu'ils ont contractée pour leurs études, rembourser leurs parents, commencer à économiser pour leur vie. C'est malsain de fou furieux. Cette logique-là, elle est malsaine de fou furieux. Et comme on disait tantôt, un étudiant qui job pour devoir payer ses études, c'est pas ok. C'est pas ok parce que c'est sûr et certain, et c'est pas moi qui l'invente de mes fesses, je m'excuse pour le vocabulaire, c'est pas moi qui l'invente, c'est juste les études qui sont faites sur la réussite des étudiants qui jobent plus de 10 heures semaine, c'est catastrophique. Et quand tu jobs 20 heures semaine, je crois que tes chances de réussir en première session sont baissées de 71%, un truc du style, ou 68, genre. C'est horrible, c'est pas un système qui doit être proposé. Moi je trouve qu'il y a de bien meilleures manières d'aider les jeunes que de faire ça. Et si on veut faire ça, qu'alors ces heures étudiantes soient comptées dans la retraite, soient comptées comme du temps de travail, comme pour le chômage, et que, à ce moment-là, pourquoi, si on veut aider les jeunes, pourquoi n'aider que les jeunes étudiants et pas les jeunes travailleurs, de manière générale, parce que tous les jeunes qui travaillent, qui ont 18, 19, 20 ans, qui sortent d'études secondaires et qui se mettent au travail,
Ils n'ont pas ces 650 heures de taxes en moins, etc. Donc, c'est pas comme ça que t'aides d'abord la jeunesse. T'aides la jeunesse en ayant des services publics fréquents, gratuits ou très abordables et de bonne qualité, donc t'es sûr qu'ils sont là, t'es sûr que t'auras pas de problème dedans. T'aides la jeunesse en baissant le prix des loyers parce que la jeunesse elle loue, elle n'achète pas. Donc tu baisses fortement le prix des loyers, tu les bloques. Tu peux avoir des grilles tarifaires où tu dis ok, t'as un évier, une fenêtre, 20 mètres carrés, tu dépasses pas 250 balles. Ça peut se faire, c'est fait dans plusieurs villes du monde. Faisons-le. On a ici en Wallonie une grille indicative des loyers, mais ça sert à rien. C'est juste pour le propriétaire qui voudrait s'assurer que c'est bien respecté. Moi je trouve que ça sert à rien. Mettez cette grille obligatoire. Si elle peut être indicative, assurez-vous que tout le monde la respecte. En augmentant les salaires des jeunes qui se mettent au travail. Enfin genre, c'est la meilleure manière de faire. Enfin, un jobiste étudiant, c'est bien quand tu veux partir en vacances, quand tu veux vivre de manière un peu exceptionnelle parce que tes arrières sont assurées. Mais si c'est ton job qui assure tes arrières et, allez, personne n'a 650 heures à consacrer pour le fun, personne en Belgique a 650 heures à consacrer pour le fun, soit c'est parce que tu es en train d'économiser, et à ce moment-là c'est malsain parce que tu devrais être au travail et non plus aux études. De toute façon les travailleurs les économisent pas parce qu'ils sont taxés comme des porcs. Soit c'est que tu en as besoin, et si tu en as besoin c'est malsain de fou aussi. Donc dans les deux cas, je trouve pas que cette mesure, même si elle semble à premier abord bonne parce que ça va nous permettre de faire plus d'argent, c'est une mesure qui dans le fond ne résout absolument pas les problèmes de la jeunesse. On va parler un petit peu du vote des jeunes. Yes. Pour la première fois ce 9 juin, le vote pour les élections européennes ont été ouverts aux gens de 16 ans et plus. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ou est-ce qu'au contraire c'est trop tôt? Est-ce que peut-être on devrait la proposer à tous les niveaux de pouvoir? Moi je suis hyper chaud. Nous on voit que dans les mouvements de jeunesse, il y a plein de jeunes qui parlent de politique, qui s'intéressent aux questions politiques, qui s'intéressent au coût de la vie, qui s'intéressent au coût des abonnements. Enfin moi je me rappelle quand je faisais des débats en classe et que c'était là, l'abonnement à 300 € qu'il paye ici et que tu avais toute la classe qui levait la main et qui était là, si ça pouvait être réduit, ce serait trop bien. Les jeunes sont touchés par le prix de la vie dès 14, 15, 16 ans, avec des jeunes qui jobent dès 15 ans. Comment ça, un jeune doit commencer à travailler à 15 ans? Enfin, c'est pas qu'il doit, mais on va avoir des cas concrets et beaucoup plus que ce qu'on pense, de jeunes qui, dès 15 ans, commencent à travailler pour aider leurs parents. C'est pas ça. Un jeune à 15 ans, il s'amuse, et à la limite, il étudie, s'il a envie de travailler quelque part. Comme ça, il fait des bonnes notes, il fait des bonnes performances, et puis après, il va dans les bonnes écoles. Mais il n'est pas censé taffer, ou taffer un tout petit peu pour payer ses vacances. Pas faire ça. Donc s'il peut taffer, s'il est impacté par le prix de la vie, il est impacté par le vote. Donc pourquoi pas voter? Par contre, est-ce que la jeunesse est formée pour être critique sur la politique? Absolument pas. Mais même à 24 ans, si je restais sur cette ligne-là, personne ne peut voter en fait. Juste les gens qui ont fait un cours critique sur la politique, et c'est un cours qui devrait prendre 30, 40, 50, 60 heures sur l'année. Parce que ce qu'on voit, c'est que les partis promettent beaucoup, il y a des masses de gens qui votent pour ces promesses-là, et puis ils se font tuer. C'est pas ok. Donc l'argument, par exemple, que les jeunes sont trop jeunes que pour voter à 16 ans, pour moi, il n'est pas valide. C'est juste la question de est-ce que les politiques sont tenues ou pas à leur programme et à leurs promesses. Si j'ai un candidat ministre qui me dit je vais augmenter de 500 € le salaire par mois, que ce soit une promesse gravée dans la loi, qu'une partie du programme soit au moins obligatoire, et pas juste des promesses. Parce que sinon, n'importe qui ne devrait pas pouvoir voter. Et c'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est que les gens puissent s'exprimer, et qu'ils puissent s'exprimer sur une base éclairée. Donc que quand ils votent, ils sachent pourquoi ils votent, et pas pour des promesses sur lesquelles ils se font tuber derrière et puis après pleurer pendant 5 ans. Parce que c'est pas ok non plus ça, comme manière de faire dans la démocratie représentative. On va parler un petit peu des questions internationales. On en a un peu parlé tout à l'heure, on a parlé très vite fait des États-Unis, et là on va parler un peu de l'Ukraine. Est-ce que pour toi, la Belgique gère bien cette situation? Et quelle action elle devrait prendre pour aider l'Ukraine? C'est une bonne question. Pour moi, la Belgique, je
gère mal cette crise, la crise ukrainienne, euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a vu au tout début du conflit qu'il y avait une possibilité de résolution de ce conflit par la diplomatie, au travers notamment d'accords en Turquie, où le Premier ministre Boris Johnson s'est déplacé pour dire à Zelensky que c'était hors de question de discuter avec Poutine. Et la Belgique a suivi. La Belgique a suivi les intérêts américains, la Belgique a suivi les intérêts britanniques et français. On n'a pas notre propre ligne sur la question ukrainienne. On a la ligne des puissances de l'Europe et des États-Unis. Heureusement plus maintenant, parce que Trump, de toute façon, si on commence à suivre cette ligne, on aurait une ligne Trumpiste, donc ça c'est pas ok. Mais ouais, c'est une catastrophe, on n'a pas essayé le jeu de la diplomatie, ou si on l'a essayé, on n'a pas essayé de manière honnête et appuyée. Ça a vraiment manqué, et c'est toujours le cas maintenant. La Russie ne va pas disparaître de la carte, on ne va pas gagner militairement contre la Russie, à la limite on peut l'arrêter là où elle s'est avancée jusqu'à maintenant en Ukraine. À la limite on peut la repousser au prix de dizaines, centaines, millions de vies jusqu'aux limites de l'Ukraine, mais la manière d'arrêter la Russie là maintenant, c'est de négocier, c'est de discuter. Et à nouveau, même chose sur la question des réfugiés ukrainiens, la réponse est complètement insuffisante. Sur la question de l'aide, par contre, humanitaire, en termes de bandage, en termes de ressources, etc., là, why not? Là, je ne connais pas suffisamment le dossier que pour avoir une position suffisamment éclairée sur le sujet, donc j'ai pas envie de m'exprimer dessus, parce qu'il me semble en tout cas que ce qu'on a fait était pas mal, mais je m'arrêterai à un a priori. Je n'ai pas envie de graver dans le marbre ma réponse, mais sur le reste, je trouve que la réponse a été soit insuffisante, soit carrément mauvaise. C'est dommage. Je te propose qu'on parle un peu de la Palestine. C'est un sujet brûlant. Il y a eu de nombreuses manifestations à Bruxelles et partout en Europe. Beaucoup de spécialistes qualifient ce conflit de risque génocidaire. Quelle position prend ton parti face à ce sujet, et est-ce que la Belgique gère bien cette situation? À nouveau, on a en cours au moins un nettoyage ethnique, et ça c'est ce qui est reconnu par pas seulement l'ONU ou la Cour internationale de justice, mais le reste aussi. Et pour notre parti, c'est, si pas carrément un génocide, ça va le devenir sous très très peu. Même je pense que la ligne est que c'est un génocide. Après moi, de ma perception personnelle, c'est un génocide. C'est pas une erreur. Ce qui est en train de se passer, c'est planifié, c'est voulu. Il y a une unité au sein de la direction gouvernementale israélienne d'extrême droite de faire disparaître la Palestine de la carte. Et quand on a la volonté de faire disparaître un pays de la carte, même si on veut évacuer les gens, t'as une dimension génocidaire. Est-ce que la réponse de la Belgique a été bonne? Non. On a suivi qui? Les États-Unis. Ok, on a fait un petit peu différemment. On a dit que Netanyahou serait arrêté sur le sol, mais The Wayfarer a fait demi-tour. Donc non. Il a fallu une pression monstre de la part des étudiants pour que les universités prennent des positions qui sont juste des positions de bon sens qu'elles ont adoptées immédiatement sur l'Ukraine, c'est-à-dire dénoncer le conflit, qui n'est pas un conflit, qui est une guerre, dénoncer la guerre, dénoncer la situation en cours, dénoncer l'agresseur. Parce que tu peux dénoncer le Hamas pour ce qu'il a fait, très bien, et il faut dénoncer le Hamas pour ce qu'il a fait. Parce que le Hamas n'est pas un outil d'émancipation de la population palestinienne. Mais c'est pas une situation qui est du jour au lendemain. Le Hamas, il n'est pas arrivé là par hasard. Il est arrivé là parce qu'Israël a tué de manière systématique toute autre forme possible de dialogue et de survie et d'expression du peuple palestinien. C'est logique. Enfin, quand on voit qu'à Gaza, une personne sur 3 qui a moins de 18 ans, quand toute ta vie t'as vécu sous les missiles, à un moment, il faut réagir, quoi. Donc c'est malheureux que ce soit comme ça, mais la situation n'est pas arrivée par hasard. Ça fait depuis 1948, Israël ne respecte pas le droit international. Israël ne respecte pas en tant qu'État le droit international, que ce soit le PS israélien qui maintenant est nulle part dans la politique, que ce soit sous la droite, que ce soit sous l'extrême droite. Ils ont toujours
une logique de colon soutenue par les États-Unis et l'Europe. Et ouais, ça révèle que l'Europe et les États-Unis, ils en ont à tout le mieux rien à foutre des questions, des peuples arabes. Au pire, ils les voient comme des adversaires et que Israël soit la meilleure chose à faire dans cette zone-là parce qu'elle donne l'accès aux ressources et à la paix relative vu qu'elle est toute puissante dans le milieu. C'est gravement problématique. Je trouve que la position de la Belgique est complètement inadéquate. On a des villes comme Liège qui ont fait le BDS pour la Palestine, c'est-à-dire que tant que Israël ne respecte pas les résolutions de l'ONU, on boycotte économiquement les investissements en Israël et les investissements israéliens ici. On boycott divest sanction, donc on met l'argent ailleurs que dans Israël, et on prend des sanctions symboliques, économiques, etc. On arrête de commercer avec les entreprises israéliennes qui participent au génocide. On pourrait faire ça à l'échelle du pays. C'est pas intenable. Et là, c'est comme ça que tu commences à avoir une colonne vertébrale sur la résolution de ce conflit. Parce que, fondamentalement, si on ne respecte pas les droits humains, si on sort de la Cour internationale de justice, si on court des chartes des droits de l'homme, et que ouais, on fait ce que fait Israël sur place, on ne peut pas, et qu'on laisse faire ça en tant qu'État, et qu'on ne fait pas tout ce qui est en notre pouvoir pour l'arrêter, on n'a pas le droit de revendiquer des questions morales, d'ordre moral ou d'ordre nous sommes démocrates. Si on est capable en plus de condamner la Russie, et qu'on ne condamne pas Israël de la même manière, alors que beaucoup plus de journalistes tués, beaucoup plus de morts civiles, beaucoup plus de soignants tués dans le conflit israélo-palestinien, là maintenant, enfin dans la guerre en Palestine, là maintenant, que dans tout le conflit russo-ukrainien, on n'a pas le droit de revendiquer une position morale. La Belgique fait largement, suffisamment, elle fait même plus de tout ce qu'il faut depuis le nouveau gouvernement. Enfin, on peut suivre l'exemple de l'Espagne. L'Espagne a décidé de reconnaître la Palestine et de condamner Israël et d'arrêter Netanyahou s'il arrive. Enfin, si on est capable de le faire en Europe, faisons-le ensemble. Comme l'Espagne, comme l'Irlande. C'est quoi le troisième pays? Espagne, Irlande. Il y a un troisième pays qui a fait ça, je ne sais plus lequel. Non plus. Mais il est temps qu'on le fasse. Il est temps que si on revendique une colonne vertébrale, une colonne de on respecte les droits humains, on les défend, on respecte les organisations internationales et on les défend aussi, où sont les actes? Il n'y a pas d'actes. Et c'est ça qui, moi, me terrifie, c'est que Israël n'est pas l'allié majeur économique de la Belgique. Donc on a économiquement cette capacité de les mettre face à leurs actions. Et on ne le fait pas. On arrive déjà à la fin. On arrive à la fin de cette interview. Yes. Et si tu avais un message à envoyer aux jeunes, ça serait quoi? Si j'ai un truc à dire, c'est que c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'être dégoûté, c'est normal de se sentir dépassé. C'est parce que c'est comme ça que le système et que le monde est organisé. C'est pour que tu aies l'impression que tu puisses jamais rien faire, que tu puisses pas changer les choses, qu'elles sont gravées dans le marbre, qu'elles viennent du ciel et du Seigneur Tout-Puissant. Ce n'est pas le cas. Tout le monde qui t'entoure est construit par l'être humain. S'il est construit par l'être humain, tu peux le changer. Mais on ne change pas le monde tout seul. On change le monde en s'organisant ensemble et en n'ayant pas peur de se mettre en mouvement. Donc si ça te dégoûte, si tu as envie de changer les choses, il est temps de commencer à s'intéresser à ce qui se passe autour de toi et à te mettre en mouvement. Avec nous, par exemple. Avec d'autres organisations, telles que des associations, telles que des mouvements citoyens, universels, européens, si l'envie t'en prend. Mais il faut comprendre le monde pour le changer, mais changer le monde, c'est carrément possible.